Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous pétez la forme. Chez moi, ça va. Dans cette vidéo, nous allons conclure notre série de formations sur la data science avec la toute dernière librairie en fait de notre formation qui est la librairie Seaborn. D'accord? Donc, comme d'habitude, nous allons à nouveau télécharger un nouveau dataset. Je pense que c'est le dernier en fait pour pouvoir enfin, voilà, pouvoir explorer la librairie Seaborn. D'accord? Le dataset que nous allons télécharger, c'est le dataset Salary in Data. D'accord? Donc, comme d'habitude, vous allez sur Kaggle. Donc, une fois que vous êtes sur Kaggle, vous allez vérifier, chercher du moins Salary. OK? Et ensuite, vous allez chercher Salary in Data. D'accord? Donc, vous allez cliquer sur ça et vous allez lancer le téléchargement. D'accord. Une fois qu'il est effectué, vous allez juste ouvrir le dossier de téléchargement. Vous allez, voilà, l'extrait. D'accord, archive, c'est bon. Et voilà, donc une fois que l'extraction est terminée, voici votre fichier. Alors, comme on a fait dernièrement, vous allez revenir juste par ici, vous allez ouvrir votre dossier d'archives et vous allez juste faire un glisser déposer. Donc, en sélection, on glisse juste ça et on le laisse à l'intérieur ici. Ok. Alors maintenant, on va juste explorer ce dataset, en fait, son contenu. D'accord? Donc, on dit en fait que c'est tout simplement un dataset, voilà, obtenu à partir de plusieurs sources, y compris des sondages des sites officiels d'emploi et d'autres sources accessibles au public. Au total, on a 6704 points de données qui ont été collectés. L'ensemble des données comprenant en fait 5 variables: l'âge, l'expérience, le poste, le niveau d'éducation et le salaire. Donc en fait, c'est nos différentes colonnes ici. Donc on a l'âge en fait de la personne, son genre, est-ce que c'est un homme ou une femme, et son niveau d'éducation, est-ce qu'il a le baccalauréat, la maîtrise, ou est-ce qu'il a un tout autre diplôme, ainsi donc son poste, et le nombre d'années d'expérience, ensuite le salaire, d'accord? Donc avant de revenir maintenant à tout ça, on va revenir un peu sur, voilà, sur Visual Studio, et on va créer un nouveau fichier, un fichier qui sera Practice Seaborn. Donc, j'ouvre ça et je vais lancer un nouveau fichier que je vais appeler juste practice Seaborn. Donc, voilà. Donc, c'est bon. Point .ipnb. D'accord? Et voici le fichier. Alors, maintenant, sachez que Seaborn, en fait, a l'avantage d'être un peu plus souple que Matplotlib. Puisqu'en fait, c'est le petit-fils, en fait, de Matplotlib. Il est construit sur Matplotlib. Voilà pourquoi est-ce que nous avons appris Matplotlib dans la vidéo précédente pour vous mettre, en fait, dans le bain. Alors, si on veut nous permettre de concevoir un graphique avec en majeure partie en fait une seule ligne de code, d'accord? Donc, dans les graphiques que nous aurons construire, il y a plusieurs catégories de graphiques. On a en premier ce qu'on va appeler déjà les graphiques de dispersion, ok? On a les graphiques de distribution, on a les graphiques catégoriels, on a les, on a les graphiques matriciels et on a les graphiques de comparaison et autres. D'accord. Alors maintenant, sachez que dans cette vidéo, je vais vous apprendre à concevoir ces graphiques, mais en fait, il faut en fait que vous, à votre niveau, essayez de comprendre déjà comment fonctionnent les graphiques. D'accord? Donc, vous pouvez tout simplement rechercher, voilà, un petit cours sur Google, voilà, ou juste ailleurs, les différentes natures des graphiques. Pourquoi est-ce qu'on peut utiliser tel graphique, ou du moins quand est-ce qu'on peut utiliser tel graphique et quand est-ce qu'en fait on peut utiliser tel autre graphique. D'accord? Donc, pour commencer déjà, on va importer notre librairie. On va juste faire import Seaborn as SNS. D'accord? Donc, l'alias en fait Seaborn de la communauté Data Science du Python, c'est SNS. D'accord? Donc, on va choisir notre kernel, notre noyau, et il va exécuter. Donc, je vais à nouveau importer ici Panda et Matplotlib aussi. Donc, je vais juste faire import Panda as PD, import, et là, je vais faire import Matplotlib as, non, c'est pas matplotlib.pyplot, voilà, as plt. Voilà, donc je vais relancer et c'est bon. Une fois que nos trois librairies sont importées, on va explorer un peu la librairie, du moins le data frame qu'on vient de télécharger. Donc vous connaissez déjà la formule, on va juste faire pd.read csv, d'accord, et on va tout simplement explorer un peu, voilà, les points. Donc on va dire juste qu'on va aller dans data
7. Je ne m'abuse, c'est bien ça. OK. Mais avant, on va juste afficher au moins on va juste dire PWD pour vérifier en fait le répertoire dans lequel on est. OK, et c'est le bon répertoire. Donc, on va juste faire dataset ici. Et après dataset, on va lui demander juste de télécharger salary. Donc, c'est juste salary underscore data.csv. OK. Une fois que ça c'est bon, on va juste récupérer ça dans une variable df et ensuite on va afficher df tout court. Et c'est bon, on va exécuter. Ok, là il me donne une erreur, il me dit en fait qu'il n'arrive pas à trouver en fait le fichier en fait à cette adresse-là. Donc on va vérifier un peu, si on remonte un peu ce que j'avais dit en fait, oh, je suis là en fait, c'est-à-dire que je suis déjà dans dataset. Et dans dataset, j'ai pas de dossier dataset, donc c'est pour ça. Alors, je vais juste sortir le fichier, puisque j'ai créé même le fichier, en fait, regardez, j'ai créé le fichier practicebone dans le dossier de dataset. Voilà pourquoi, en fait, ce répertoire donne ça. Donc, je vais le sortir en dehors. C'est mieux, en fait. Donc, je dis oui, fais le mouvement. D'accord. Et je vais réexécuter le tout. Voilà. Donc, je vais relancer à nouveau le noyau, puisque je l'ai changé de répertoire. Et voilà. Donc, maintenant, il cherche ça correctement. Donc, une fois qu'il change, vous voyez un peu qu'on a nos variables, qu'on appelle la variable âge, le genre, voilà, le niveau d'éducation, le job title et autres. D'accord? Donc, on va commencer déjà par les diagrammes de dispersion. D'accord? Les diagrammes de dispersion, c'est quoi? C'est tout simplement des diagrammes qui vont vous permettre, en fait, d'évaluer, en fait, la croissance de deux variables, euh, voilà, de deux variables continues. Ok, là je parle en fait de variables continues parce qu'il y en a plusieurs. Il y a les variables continues, il y a les variables qualitatives ici. D'accord? Donc, les variables continues, c'est généralement des variables numériques. Par exemple, l'âge d'une personne, c'est une variable continue. Le salaire, c'est une variable continue. En fait, les années d'expérience sont des variables continues. D'accord? Voilà. Par exemple, une personne peut avoir 32 ans, voilà, 11 mois, voilà, quelques nombres de jours, quelques secondes et quelques millisecondes et autres. D'accord? Donc, c'est des variables continues. C'est pareil pour le salaire, elle également, c'est une variable continue, d'accord? Donc, on va déjà essayer de voir un peu. Et dans Matplotlib, excusez-moi, dans Seaborn, en fait, on a euh, la fonction scatterplot, par exemple, qui va nous permettre, en fait, de matérialiser un peu ça. Donc, il va prendre déjà en premier le data, d'accord? Donc, le data, on va lui dire que ici, c'est df, et ensuite, il va prendre la variable x ici, qu'on va dire peut-être ici, on va prendre la colonne, on va prendre une colonne, voilà, on va dire peut-être que là, je vais prendre année d'expérience. Donc, supposons que là, ils disent que je veux que tu prennes juste l'année d'expérience, d'accord, comme variable x, ok. Et en y, je veux que tu prennes, voilà, le salarié. Donc là, je vais coller juste ici, salarié, d'accord. Une fois que vous avez précisé ça, on peut déjà exécuter pour voir un peu le résultat. Et voilà un peu notre graphique. Donc là, il me dit en fait, voici la dispersion en fait de notre dataset, notre dataset, voilà, en fonction de l'année d'expérience et du salaire que chacun reçoit. Donc, quand vous allez essayer de voir, vous allez voir la concentration, par exemple ici, qui est, voilà, entre là et là, et à partir de 35 ans d'expérience ici, par exemple, vous voyez que la concentration est plus faible. Les plus hauts salaires ici également, il y a peu de personnes, d'accord? Donc, on peut dire que la majeure partie des personnes sont, voilà, conclues entre 200 000 par exemple ici, voilà, et entre 0 et 200 000 ici en termes de valeur, et voilà, de 0 à 30 ans, puisque c'est là où il y a le plus de concentration, voilà, disons 25 ans même d'ailleurs, d'accord? Alors, on peut déjà lui ajouter une valeur ici, ce qu'on va appeler la variable who, qui signifie en fait tense. Donc, on va lui ajouter une teinte ici avec la variable who. Et la teinte, en fait, c'est tout simplement une colonne, en fait, qu'on va désigner, en fait, comme couleur de comparaison. Par exemple, ici, on peut décider de, de prendre peut-être ici, voilà, le niveau d'éducation comme couleur ou comme teinte, en fait. Et on va le passer ici. Une fois que vous passez ça et que vous réexécutez, regardez, si on, en fait, va colorer, en fait, votre graphique en fonction de cette variable-ci.
Alors, donc, on va utiliser en fait PLT ici. On va créer une figure. Donc, je vais dire PLT.figure. Voilà. Et maintenant, je vais lui passer en fait la variable fix size. Je vais lui dire que je veux que ça soit entre, voilà, disons 12 et 6. Donc, 12 et 5, c'est bon. Voilà. Et le DPI, je vais le passer un DPI à 200. Ok. Donc, ça, je vais l'amener à l'intérieur ici. C'est mieux en fait qu'il soit dans la même cellule. Voilà. Et quand je vais exécuter le tour, regardez, voilà. Vous avez vu en fait, il a créé en fait ma figure en fait Seaborn en tenant en compte les variables que j'ai passées dans PLT.figure. Donc, comme je vous ai dit en fait, Seaborn est construit sur Matplotlib. Donc, ce qu'on a eu à apprendre ici fonctionne exactement ici. Donc, vous pouvez configurer vos figures de la même façon qu'on le configure dans Matplotlib. Et même avec l'objet PLT. Et ça fonctionne. D'accord? Voilà. Donc, on peut essayer de voir ça, disons peut-être 14 et 6. Et voilà. Donc, si vous l'exécutez, voilà. Donc, c'est bon. Donc, voici un peu la distribution de nos éléments ici. Donc, il existe en fait ici, voilà, un argument qu'on appelle palette. L'argument palette, en fait, va nous permettre de choisir, voilà, euh, une palette en fait de couleurs en fait pour notre graphique, d'accord. Donc il y a plusieurs valeurs, d'accord. Par exemple, si vous voulez en fait connaître toutes ces valeurs là, il faut que vous revenez sur Google. Par exemple, vous allez taper ici, voilà, vous allez taper juste Seaborn palette list, d'accord. Aussi votre palette colors, d'accord. Quand vous allez la lancer, il va vous dire juste ça. On va afficher le premier lien pour vérifier. Donc, dans les valeurs des palettes, voici les palettes qu'on nous donne ici. Donc voilà, les valeurs possibles de la palette sont les suivantes. On a Accent, Accent Air, tout ça. On a le Dark 2. Donc en fait, tout ça, c'est des palettes qui sont valides en fait dans Seaborn. Par exemple, si vous venez par exemple ici et que vous indiquez la palette ici, vous dites que vous voulez Dark 2, ok, et vous réexécutez, il va en fait colorer en fait, voilà, votre graphique avec la valeur de Dark 2. On a également le 7.1, c'est juste comme ça qu'on écrit. Et voilà. Donc, en fait, les couleurs, en fait, sont un peu différentes. Donc, vous pouvez toujours tester, trouver, en fait, voilà, la palette de couleurs qui vous convient. Maintenant, le dernier argument que je vais vous présenter, c'est l'argument alpha. D'accord? L'argument alpha, en fait, va nous permettre d'ajouter une couche alpha, en fait, sur nos différents composants. Par exemple, ici, si j'essaie de faire 0.2, je demande, en fait, de mettre, en fait, voilà, 20% de transparence, en fait, sur mes colorations. Quand je vais exécuter, voilà un peu ce que ça donne. On voit en fait que nos éléments deviennent transparents. D'accord? Alors, à quoi ça va servir en fait d'ajouter une couche alpha déjà, voilà, alors qu'on a les couleurs. Alors, avec la couche alpha, il nous est facile de savoir où est-ce qu'il y a plus en fait de concentration de données. Regardez par exemple là, vous voyez que les éléments sont transparents ici. Voilà. Donc, ça prouve que là, en fait, on n'a pas trop de concentration. Mais là, malgré la transparence, on voit quand même que voilà, les couleurs persistent dans cette zone-là. Donc, ça prouve que là, il y a plus de concentration de données ici. D'accord? Donc, c'est plus souvent utilisé lorsque vous voulez exporter en fait des graphiques en noir et blanc. Donc, on va passer au deuxième type de graphique, ce qu'on appelle les graphiques de distribution. Alors, les graphiques de distribution, c'est tout simplement des graphiques qui vous permettent en fait d'évoluer en fait la croissance d'une variable continue unique. Dans les graphiques de distribution, on en a trois types. On a les plots, on a les histogrammes et on a les KDE. D'accord? Voilà. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Je ne veux pas passer sur Rugplot puisque Rugplot en fait n'est pas très souvent utilisé. En fait, c'est tout simplement la couche de tous les autres graphiques de distribution, mais il est très rarement utilisé car en fait, son interprétation est un peu plus compliquée. D'accord? Par exemple, on peut toujours l'afficher si vous voulez. On va juste faire en fait sns.rugplots, d'accord? Et on va lui donner les data. On va dire que data est juste égal toujours à df. Après data, on va lui passer la variable x, d'accord? Qui sera égale, par exemple, ici, je vais dire salary. Voilà, on veut juste évoluer en fait la croissance du salaire. Après de là, je peux déjà exécuter mon plot.
Donc voilà un peu ce qu'il va m'afficher, d'accord? On peut également la personnaliser, mais comme je l'ai dit en fait, là, vous n'allez pas souvent l'utiliser. Donc on va passer directement au graphique le plus utilisé, l'histogramme. Donc pour faire un histogramme, c'est très simple. On a deux fonctions. On a le displot qui est là. On a le histplot également qui va vous permettre également de créer un histogramme. Donc, on va commencer avec displot. Voilà, c'est displot et non distplot. En fait, ces deux fonctions permettent de créer des histogrammes. La fonction distplot est dépréciée et bientôt sera retirée en fait dans les prochaines améliorations de Seaborn. D'accord? Donc, on va juste utiliser distplot. On va lui donner voilà, un data qui sera égal à df1. OK? Et voilà. Après df1, on va lui passer une variable x qui sera égale à salary. Et on peut déjà exécuter. Alors, pour vous expliquer un peu comment fonctionnent les histogrammes, en fait, il va tout simplement représenter sur l'axe X, comme je l'ai demandé en fait, l'ensemble de mes salaires allant du plus petit, voilà, allant de 0 jusqu'au salaire maximal qui est de 250 000 ici. Ensuite, il va les diviser en tranches, d'accord, ce qu'il appelle des bins, d'accord. Donc, avec ça, en fait, là, il a comme dépense. Si vous comptez en fait le nombre de bâtons que vous avez, le nombre de séries que vous avez, vous allez avoir le nombre de bins qu'il a eu à diviser. Et ensuite, il effectue un comptage, d'accord. Donc, par exemple, là, il me dit que on a 500 personnes et plus qui ont un salaire de 50 000, d'accord, voilà. Et ainsi de suite, hein. Vous voyez en fait que plus le salaire monte, en fait, moins on a de personnes, d'accord. Par exemple, ici, on a environ 350 personnes qui touchent en fait un salaire de 200 000. Et donc, on peut déjà maîtriser en fait le bins, d'accord? La valeur que je vous parlais. Donc, vous tapez juste bins et vous passez une valeur numérique. Donc, si je dis par exemple un bins de 10, regardez, si je l'exécute, voilà, il va me couper ça en 10 parts, d'accord? Donc, voilà. Donc là, il dit en fait que là, c'est 50 000. Donc, ce qui signifie que là, on sera environ à 25 000 ici, d'accord? Donc, ceux qui touchent 25 000, par exemple, ne sont pas assez. Ils sont à moins de, disons peut-être moins de 180 personnes. Et là, en fait, à 50 000, on est autour de 600, voilà. Donc, c'était à plus de 500. Et à 100 000, là, on est, voilà, aux environs de, euh, voilà, de 900, voilà, 900 ici, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez contrôler le bins. Vous pouvez également contrôler la couleur en passant sur la variable color ici. Voilà, comme je vous ai dit, vous allez passer le nom d'une couleur. Ici, je dirais peut-être red ici. Et on va réexécuter et voilà un peu. D'accord? Donc, il va nous afficher ça ici. On a Edge Color ici qui va changer la couleur en fait de la bordure. Vous voyez que là maintenant, il a mis les bordures en rouge ici. Et on a aussi le line width par exemple. Vous avez line width, ok, qui va vous permettre de contrôler l'épaisseur des lignes. Donc là, on peut passer peut-être, disons, 5 ici. Voilà. Et quand vous allez exécuter, voilà, vous voyez en fait que les bordures en fait sont plus épaisses. Donc là, je vais passer le line width à 2, c'est possible. Voilà. Donc on peut l'exécuter et voilà. D'accord. Après le line width, on a la possibilité de passer en fait une courbe K2E. Par exemple, si je fais K2E, voilà, égal à true ici. Donc c'est voilà, K2E égale à true. Et je l'exécute. Voilà, il va me faire passer en fait la courbe K2E qui correspond à tout ça. KDE signifie Kernel Density Estimation, d'accord? Donc c'est une, voilà, c'est une notion de maths en fait. Voilà pourquoi je vous dis en fait qu'il va falloir que vous compreniez un peu la conception des graphiques, hein. Alors après les isplot, voilà, isplot également permet de faire la même chose, voilà, que displot. On a également le KDE plot. En fait, le KDE plot en fait est très similaire, voilà, au cours KDE qu'on vient d'afficher. On peut juste faire KDE plot ici. Et il fonctionne exactement pareil. Il va prendre d'abord une data. D'accord? On va dire data égale à df, correct. Ensuite, on va lui donner une valeur sur x qui sera égale à salary. Et on va lui demander d'afficher ça. Donc, vous voyez en fait, la courbe qu'on a affichée en haut ici s'affiche ici. Donc, en fait, il va afficher, voilà, la courbe en fait, voilà, de la densité en fait, de probabilité en fait, de notre data frame. Donc, c'est cette courbe-là qui sera affichée. Et là, en fait, on peut le demander en fait avec, voilà, bandwidth adjust ici. Donc, on va le demander en fait d'ajuster la bande passante. Donc, là, si je relance à 1, c'est ce que ça donne.
voilà, on peut la réduire à 0,5. Voilà, donc là, en fait, il va en fait essayer de prendre le plus de données possible ici, d'accord? Donc, plus vous allez réduire en fait votre bande passante, plus en fait, voilà, vous allez commencer à récupérer beaucoup d'infos. Donc, par exemple, là, il va essayer de passer sur le maximum de points de notre data frame ici. Mais attention, en fait, faut pas trop réduire en fait la bande passante parce que si vous réduisez en fait la bande passante, vous allez récupérer trop d'informations. Vous aurez en fait une courbe assez étroite qui va passer sur le maximum de points, d'accord? Donc c'est pas mal. C'est juste qu'il faut savoir en fait ce qu'on fait, d'accord? Et plus elle est large, en fait, moins vous avez d'infos, d'accord? Moins vous récupérez d'informations de votre data frame. Donc, disons peut-être 70%. Donc, on peut essayer de le caler à 50%, voilà, de la bande passante. Et voilà. Voilà, pour récupérer juste un milieu. OK. Et après ça, vous avez la variable fill ici, voilà, que vous pouvez passer à true pour juste remplir juste la partie inférieure avec ça. Ensuite, on a l'argument clip et c'est clip, voilà, qui permet en fait de couper, de truncater en fait la partie qui nous intéresse. Par exemple, si on s'intéresse uniquement en fait aux données qui sont comprises entre 50 000 et 150 000, on va lui passer ces valeurs. On va dire que voilà, en minimum, tu vas prendre 50 000 et ensuite tu vas aller à 150 000. Voilà, donc on va clipper sur ça. Une fois que vous allez la lancer, voilà, il va juste couper la partie comprise entre 50 000 et 150 000. D'accord? Et vous obtenez en fait, voilà, la kernel density estimation de juste cette partie-là. Alors après maintenant, nous allons passer au diagramme en fait catégoriel en fait qui va nous permettre d'estimer en fait les éléments par catégorie. Dans le diagramme catégoriel, il y en a plusieurs, mais je vais vous en présenter trois seulement ici. Je vais présenter le count plot, le box plot et le bar plot, d'accord? Donc on va commencer déjà par le count plot, d'accord? Si on fait juste sns.countPlot, voilà, on va lui passer un data qui sera égal à df, correct. Ensuite, on va lui passer une variable x qui sera voilà, une colonne catégorielle de notre data frame. Je dis une colonne catégorielle. Donc, on va remonter par-dessus notre data frame. On va décider de prendre, par exemple, voilà, le niveau d'éducation. Une colonne catégorielle. D'accord? Donc, on va juste revenir. On va lui dire que sur x, je veux que tu considères juste ça comme colonne catégorielle. Ensuite, on aura la valeur y. Donc, les, donc les donc, les infos essentielles, c'est le data et tout simplement la colonne catégorielle à utiliser. Une fois que vous allez exécuter, voilà, il va vous afficher juste un truc de ce genre-là, d'accord? Donc, je vais revenir par-dessous, je vais essayer, non, pas ça, d'utiliser en fait la fonction PLT que j'ai utilisée plus haut. Voilà, cette fonction-là, on va la copier, on va juste l'exécuter en dessous pour agrandir un peu ça. Et voilà, donc on va l'exécuter. Et voilà. Maintenant, en fait, il va juste compter en fait le nombre d'instances que nous avons par catégorie. Donc là, en interprétation, ça dit déjà tout. Le compte peut vous permettre de savoir un peu, voilà, la distribution en quantité en fait selon une catégorie. Donc là, il est facile de voir un peu que dans notre dataset, les personnes qui ont un master sont en minorité par rapport aux autres. Donc voilà, ça c'est le count plot. Vous pouvez également décider de lui passer l'attribut palette, ça fonctionne également ici. Voilà, on peut lui passer une palette. Donc là, je vais lui dire que prends une palette en 7.1 ici et vous réexécutez. Et il va, voilà, actualiser les couleurs en fonction de ça. D'accord? Ok. Après le count plot, voilà, on a le bar plot qui fonctionne à peu près pareil. On fait juste sns.barplot. D'accord? Et là, il va prendre un data qui sera égal à df. Ensuite, il va prendre une valeur x. Comme d'habitude, on va garder toujours la même colonne, voilà, catégorielle, education level. Donc, ça, je vais l'écrire ici. Voilà, education level. Et ici, on va lui passer en fait une variable y qui sera égale en fait ici à salary. D'accord? Donc, je vais dire en fait que les salaires. Ensuite, je vais l'exécuter et voilà un peu ce qu'il va faire. Donc, on va déjà agrandir ça avant d'expliquer un peu ce graphique-là. Et voilà. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? En fait, là, en fait, on n'a pas précisé en fait ce qu'on. Là, on n'a pas précisé l'estimateur. Et l'estimateur, c'est quoi? On va venir là, on va lui passer ce qu'on va appeler estimator. D'accord?
Et l'estimateur ici, c'est tout simplement une valeur qui va nous permettre d'estimer. C'est-à-dire simplement que on veut estimer voilà, le nombre de personnes en fonction du salaire, mais quel aspect du salaire? Par exemple, on va prendre la moyenne du salaire. Donc, si je reviens en haut, je vais importer, par exemple, ici, je vais faire import, voilà, NumPy as NP. D'accord? Donc, on va réexécuter cette colonne, cette cellule du moins, et ensuite, on va revenir sur dans notre cellule ici. Et là, on va dire que comme estimateur, tu vas prendre np.min. Donc, qu'est-ce que ça veut dire lorsque je lui passe cet estimateur? On va réexécuter, vous allez voir. Et voilà. Donc là, je lui dis simplement, en fait, je veux que tu me traces, en fait, le salaire moyen, voilà, puisque là, c'est la moyenne, voilà, par niveau d'éducation. Donc, le bar plot, lui, vous permet, en fait, de faire tout simplement une comparaison selon une variable y, d'accord? Alors, le bar plot, contrairement au count plot, dont l'idée, c'est tout simplement de sortir les nombres, en fait, lui, vous permettre, avec un estimateur, voilà, d'avoir une estimation sur une variable continue pour la variable qualitative donnée. D'accord? Donc, c'est ça. Maintenant, le dernier élément que nous allons voir un peu dans les variables de distribution, c'est tout simplement le box plot ici. Donc, le box plot ou diagramme en moussage va nous permettre en fait d'avoir une distribution d'une variable continue. Donc, c'est un diagramme statistique, voilà, comme tous les autres qu'on vient de voir. OK? Donc, pour ce faire, c'est très simple. On va juste utiliser SNS ici et on va appeler box plot ici. Donc, on va dire SNS.box plot. On va lui passer un data qui sera égal à df. OK? Et ensuite, on va lui passer une variable sur x qui sera égale, par exemple, ici, au salaire. Donc, salarié, tout simplement. D'accord? Et là, on peut déjà exécuter et voici un peu sa distribution qui me donne. D'accord? Donc, je vais tout simplement revenir ici. Par exemple, je vais, voilà, et je vais ajouter ça. Et voilà. Donc, voici en fait la boîte en fait qu'il me trace. Donc, pour interprétation, en fait, là, en fait, on a le point 0 en fait de notre diagramme ici. Voilà. Donc là, 0, il n'y a personne qui a un salaire de 0 ici. Donc, il l'affiche ici. Et là, c'est le premier quartile, le Q1. Et cette barre représente le Q2, la médiane. Voilà, le deuxième quartile. Et ensuite, on a le troisième quartile là et on a la fin. D'accord? Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, par exemple, de la valeur 0, de 0 ici à Q1, on a tout simplement une estimation de 1,5 EI, je crois. Voilà, 1,5 écart interquartile. Et c'est pareil entre voilà, Q3 et la fin. D'accord? Là aussi, on a 1,5 EI. Donc maintenant, en fait, essayons par exemple de lui passer un Y qui sera par exemple le gender, le genre. D'accord? Donc si j'exécute ma cellule, regardez, il va tout simplement en fait m'afficher voilà, trois box plots. Voilà, trois box plots. Un box plot pour les hommes, un box plot pour les femmes et un autre box plot pour les autres. Voilà, où il ne précise absolument rien du tout. D'accord? Donc là, c'est possible de le faire ainsi pour voir un peu voilà, la distribution en fait par catégorie. Voilà. Donc, il est mieux en fait d'avoir une catégorie qui n'a pas beaucoup d'éléments. Par exemple, on peut placer ici également voilà, le niveau d'éducation. On peut passer par exemple ici Education Level. Voilà, on peut passer Education Level ici. On va exécuter. Et là, il va afficher en fait voilà, un box plot en fait pour chaque niveau d'éducation. Par exemple ici, ces éléments-là, voilà, c'est tout simplement ce qu'on va appeler les outliers, c'est tout simplement des valeurs aberrantes. C'est-à-dire que c'est des valeurs qui ne s'intègrent pas voilà, à notre graphique. Donc, il les a exclus. Ok, maintenant que nous avons vu en fait le diagramme de catégorie, nous allons passer à la dernière partie de la vidéo, le diagramme de comparaison. D'accord? Alors, si on met à votre disposition en fait deux types de diagrammes, ce qu'on appelle les joint plots et les pie plots. Alors, pour pouvoir bien utiliser ce diagramme-là, on va télécharger un autre dataset. Voilà, la student performance.csv. Donc, vous allez le passer sur Kaggle. Vous allez tout simplement revenir là, il a traduit. Je vais le passer à la version originale. Voilà, vous allez taper simplement student performance in exams. OK, donc si vous copiez juste ce nom-là, vous venez juste par ici, vous tapez juste student performance in exams. Voilà, donc il va afficher ça. Vous allez afficher le dataset. OK. Et voilà, donc vous allez juste cliquer sur ça, d'accord, sur le premier bien évidemment. Donc ainsi vous auriez le même dataset que moi, voilà, et vous allez tout simplement cliquer sur download, d'accord.
Une fois que c'est téléchargé, vous allez faire les mêmes procédures d'import et tout. Donc, une fois que c'est bon, on va tout simplement récupérer ce dataset là dans un data frame que j'appelle là DF. Donc, on va écraser juste l'ancien data frame, c'est pas grave. Donc, le premier graphique de comparaison que nous allons voir, c'est join plot, d'accord? Et pour le faire, c'est très simple, on va juste faire sns.joinPlot et nous allons lui passer le data qui sera égal à df et une valeur sur x, ça veut dire que la première valeur de comparaison, là on va peut-être dire qu'on va prendre le score en maths, on va dire maths score, non, bon, pas maths, je vais prendre le score en lecture, donc je vais faire reading score, ok, et en y ici, je vais tout simplement passer le writing score, donc je vais faire writing score ici. Et c'est bon. Donc, si vous montez, voilà, en fait, reading score et writing score. Donc, la note en écriture et en lecture. Donc, en exécutant, et voici un peu la distribution. Donc là, en fait, par défaut, il nous affiche une distribution, d'accord? Donc là, en fait, voici les valeurs en écriture et les valeurs en lecture. Donc, on voit en fait que c'est tout simplement, on a une bonne corrélation entre ces deux valeurs. C'est-à-dire simplement que plus la valeur en écriture monte, plus la valeur en, voilà, en lecture également monte ici. Donc, c'est une bonne corrélation. Donc là, par défaut, c'est tout simplement un scatter plot, c'est-à-dire qu'il va faire une distribution, mais on peut également changer cela. On peut par exemple passer la valeur kind, qu'on va passer à K2 par exemple, pour lui demander d'effectuer un affichage K2. Maintenant, si vous avez affiché un K2, vous avez accès à la variable fill qu'on avait vu tout à l'heure, qui va nous permettre en fait de remplir juste, de colorer tout simplement, voilà, les espaces vides avec une couleur. Donc là, par exemple, la densité des couleurs, en fait, montre la quantité d'éléments. D'accord? Donc la concentration des éléments, c'est tout simplement ici. Par exemple, c'est dire que la moyenne, en fait, la majorité des élèves, par exemple, sont dans cette plage-là, au point noir. Ce qui signifie qu'ils sont entre, voilà, disons peut-être 70 en lecture et 70 en écriture. On a également, on n'a pas que le KDE, on a l'histogramme, voilà, avec IST ici. Voilà, le, on a l'histogramme avec la valeur hist. Donc, vous pouvez l'afficher. Je vais vous afficher un histogramme ici. Voilà. Et là, comme vous voyez, c'est tout simplement en fait des pixels qu'il fait. Voilà, avec par défaut une couche alpha. D'accord? Donc là, il nous permet également de trouver la concentration de, voilà, de valeurs en fait de données. Donc, comme je vous avais dit, le point le plus coloré, voilà, le point où il y a plus de lumière en fait, représente généralement la partie où il y a plus de concentration. D'accord? Donc, c'est dit que cette zone-là, en fait, est la zone la plus concentrée de notre diagramme. C'est dit que la moyenne de nos élèves, en fait, la plupart de nos élèves se trouvent en fait dans cette plage-là. Donc, on a la valeur x également ici. Alors, n'hésitez surtout pas à faire un tour en fait sur la librairie Seaborn en fait pour trouver sur la documentation de la librairie Seaborn pour avoir plus d'informations. Là, par exemple, il me dit en fait que voilà, cette valeur-là n'a pas de valeur fil. Donc, on ne peut pas tout simplement voilà, lui passer ça. Donc là, par exemple, voilà ce qu'il va nous afficher. Des hexagones en fait, voilà, avec le même principe. La concentration de couleur notifie en fait la concentration de données. D'accord? Ok, alors nous allons passer au deuxième graphique qui est le pair plot. Alors le pair plot c'est très facile. Si vous faites juste sns.pairplot, donc on va faire un pair plot et on va tout simplement passer comme data une sélection de données de notre data frame. C'est-à-dire ici que on va venir faire df, ok, voilà, on va passer math score, on va dire math score ici. Ensuite, on va passer le reading score et le writing score. Ok, une fois qu'on a ces éléments, on peut directement la lancer. Donc, le pair plot en fait va tout simplement créer des graphiques pour comparer tous les éléments de notre data frame. Voilà, toutes les colonnes. Voilà pourquoi en réalité, il faut effectuer une sélection si vous en avez plusieurs. Là, j'ai juste sélectionné les colonnes qui m'intéressent. Ainsi, il va faire tout simplement des comparaisons matricielles. C'est-à-dire qu'il va tout simplement placer sur Y en fait nos trois éléments, writing, reading et math score. Et sur X également, nos trois valeurs, math, reading et writing score, d'accord? Ainsi, il va tout simplement faire des comparaisons. Donc, writing score sur math score, voici un peu le plot.
Et pareil pour le reading score et le writing score, voici le plot ici, d'accord? À l'axe, en fait, la diagonale, en fait, simule, en fait, les comparaisons X sur X. Là, par exemple, on a math score sur math score, voilà. Et là, on a le reading score sur reading score et writing score sur writing score, d'accord? On peut ajouter, par exemple, ici, la valeur gender qu'on va utiliser comme vous. Donc, je vais tout simplement sélectionner ici, en plus, gender ici. Et je vais l'utiliser comme valeur de who, voilà, de tense. Je vais dire que je veux que tu prennes gender. Et je vais réexécuter et vous allez voir qu'il va tout simplement, voilà, voilà, nous représenter en fait deux graphiques. Voilà, une partie pour le genre femelle qui est en rouge et une autre partie pour le genre, voilà, mâle en fait. Non, le mâle est en rouge et le femelle est en bleu. Donc les hommes sont en bleu, les hommes sont en rouge et les femmes en bleu. D'accord? Voilà. Donc voici un peu le diagramme de distribution. Donc on a la valeur diag kind ici, voilà, qui est en fait l'équivalent en fait de kind qu'on a vu un peu plus haut, qui va nous permettre en fait de passer en fait à la valeur de notre diagonale. Donc on a ist, voilà, ça c'était par défaut, mais là en fait lorsque vous passez un gender par défaut, il passe à KDE. Donc, si je passe à KDE, ça change pas grand-chose puisque à la base déjà, c'était déjà en KDE. Maintenant, si vous passez par exemple ist ici, voilà, ça va fonctionner. Je passe ist et je l'exécute ici. Donc là, je lui force en fait à passer un histogramme à la diagonale ici. D'accord? Alors là, par exemple, si vous essayez de comprendre un peu mieux, là, il nous dit en fait, il garde toujours le même code couleur. Voilà, c'est-à-dire que les femmes sont en bleu, les hommes sont en rouge. Regardez par exemple, là, on a des valeurs grisées. Les valeurs grisées, c'est la superposition en fait des valeurs. Par exemple, là, il nous dit simplement que à cet endroit-là, c'est-à-dire que là où c'est grisé, directement ici, ça prouve que on a tout une superposition de couleurs d'hommes et de femmes. Voilà, c'est pour ça qu'il l'a grisé ici. Et là où en fait les valeurs sont uniques, par exemple, à partir de là où c'est du bleu seul, ça signifie qu'il n'y a pas de rouge en dessous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur de femme ici, excusez-moi, de valeur d'homme en dessous ici. Donc là, il n'y a que des, voilà, des dames, d'accord? Et c'est pareil pour ici où c'est du rouge totalement, c'est pour que là, il n'y a pas de bleu. S'il y avait du bleu en dessous de ce rouge, il allait être grisé comme cette valeur-là. Alors, je pense que c'est bon pour la vidéo. On a fait le tour. Voilà. J'ai pas exploré tous les graphiques en fait disponibles dans Seaborn puisqu'il y en a beaucoup, beaucoup. On a par exemple les grilles, voilà, les grid maps par exemple, les heat maps. On a les violin plots, les swarm plots et tout. C'est en fait les boxing plots. En fait, il y a pas mal en fait de graphiques. Voilà pourquoi en fait il est utile pour vous de visiter un tout petit peu la documentation de Seaborn en fait pour voir un peu les différents graphiques qu'ils proposent, leur mode de conception, les différents arguments et valeurs que chacun de ces graphiques prend en entrée. D'accord? Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons aborder un nouveau thème et tout simplement une nouvelle série. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!